Bienvenue à cette deuxième table ronde cet après-midi, qui s'intitule À l'heure du backlash réglementaire, la socio-mission est ce qu'elle impacte. Ravi d'être là, animer cette table ronde. Je suis Marina Herrich, directrice de la division conseil chez les hommes et les hommes. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec Delphine Génie-Stéphane, ancienne secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie Bruno Le Maire et présidente du comité de sciences de Généo, comme on a déjà entendu cité tout à l'heure, et Johan Plenel, qui est directeur de l'Observatoire des sociétés à mission. Et donc, l'objet de cette table ronde est de faire un peu l'historique pour repasser sur la genèse de la société à mission au sein de l'Impact, parcourir des tendances actuelles, mais également s'intéresser au futur de la société à mission, à la fois en France et aussi en Europe. Donc, voilà, et l'idée, c'est effectivement, comme tout à l'heure, j'ai fait pour la première table ronde, de laisser la place à vos questions à la fin. Alors, je commence avec toi, Delphine. Merci d'être là aujourd'hui. Si tu peux s'enchanter d'être là. Je vérifie par la même occasion que le micro fonctionne, c'est ça bien. Peut-être tu peux nous donner l'élément de contexte à l'époque la cette émission est née, on va dire. Pourquoi elle est née? Voilà, je te laisse. Oui, donc on va faire comment dire, prendre un petit pas de côté et donc je suggère de faire une petite expérience de pensée et de vous replonger dans un contexte qui était celui de l'année 2017-2018, donc au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, parce que c'est là que la loi Pacte est née. D'abord dans la volonté de Bruno Le Maire. Quel était l'objectif initial? Alors, j'étais auprès de Bruno Le Maire en tant que secrétaire d'État, mais j'arrivais moi du monde de l'entreprise. Donc, j'étais, comment dire, j'étais assez novice en politique. Voilà. Donc, j'apportais un regard plus lié au monde de l'entreprise sur les travaux que nous avons menés. Nous étions dans un contexte où le programme du président de la République était de transformer l'économie française en la rendant plus favorable au développement des entreprises. Donc, vous avez vu des chantiers fiscaux, évidemment, qui ont pris beaucoup de place au début du quinquennat. Vous avez vu également tout le travail sur l'attractivité, les fameux sommets Choose France, beaucoup d'actions au plan international, la reconfiguration de nos moyens d'intervention sur les exports et les investissements internationaux. Et il nous semblait qu'il manquait une dimension qui soit plus transverse pour l'ensemble des entreprises et qui concerne finalement la vie au jour le jour des entreprises, leur capacité à croître, leur capacité à innover et la place de l'entreprise dans la société. Donc en fait, c'était en équilibrage avec ces grandes parties du programme qui ont été très présentes au début du quinquennat, qu'il a été choisi de lancer aussi une initiative, donc la loi Pacte, une initiative législative, en utilisant énormément les remontées du terrain. Donc, une approche avec beaucoup d'interrogations de terrain, de groupes de travail, d'échanges avec les entrepreneurs, qui a conduit à des milliers et des milliers de propositions, évidemment. Donc, ça n'a pas été facile de faire le tri. Et heureusement, sur les aspects liés à la responsabilité des entreprises et au rôle de l'entreprise dans la société, au rôle de l'entreprise envers l'intérêt collectif, il a été choisi d'avoir un intermédiaire qui était le binôme Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, qui ont permis de à la fois synthétiser, filtrer, rendre compréhensible, rendre comment dire, implémentable en fait, un ensemble de propositions qui ont été, dont la plupart ont été prises dans la loi Pacte. Ces propositions, elles partaient du constat, d'une part, que l'entreprise ne peut pas se résumer à une institution qui est là pour accumuler les profits. Et donc, il fallait avoir un basculement de
d'un contexte qui est plus celui du contexte de l'avoir, de l'accumulation, vers quelque chose qui relève de l'être, quelle est l'essence de l'entreprise, quelle est sa finalité. Et donc là, ça conduit à la notion de raison d'être et, aussi la possibilité d'avoir une gradation, c'est-à-dire de ne pas imposer aux entreprises le même chemin et le même niveau d'ambition, mais de permettre à tout type d'entreprise finalement de se reconnaître et de choisir sa propre trajectoire, ses propres priorités. Voilà, donc ça a conduit dans la loi Pacte, en fait, à faire beaucoup de choses, mais on va simplifier en parlant de 3 leviers principaux. Le premier levier, ça a été de changer l'article du Code civil sur l'objet social, enfin pour élargir en fait la notion d'objet social au fait que l'activité d'entreprise devait se réaliser en tenant compte, en prenant en considération ces enjeux sociaux et environnementaux. Ça s'applique à tout le monde. Et ça, c'est en fait le sujet qui a cristallisé un peu les inquiétudes des milieux d'affaires, c'est-à-dire, et surtout des grandes entreprises. Et donc, c'est le sujet qui a le plus donné lieu à débat au moment de la discussion budgétaire. Le deuxième objet qui est arrivé par la loi Pacte, donc c'est le concept de raison d'être, avec la possibilité d'avoir une raison d'être statutaire, donc affichée, opposable à l'extérieur quelque part. Au-delà de l'objet social de l'entreprise, dont on avait le sentiment que ça se traduisait dans finalement des énumérations de l'activité assez techniques, assez spécifiques et qui ne touchaient pas vraiment l'essence de l'entreprise. Donc, aller plus loin pour se donner une raison d'être. Et ça, c'est quelque chose qui est optionnel, c'est une possibilité. Voilà. Et en relisant le rapport, d'ailleurs, j'ai noté que Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat avaient suggéré que la raison d'être, ce soit en quelque sorte une pratique générale pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, on va dire que, en tout cas, la raison d'être statutaire, c'est une possibilité. Et le troisième étage, c'était d'aller proposer aux entreprises les plus volontaires, les plus vertueuses, voilà, celles qui voulaient enclencher un chemin vraiment, comment dire, qui puisse être reconnu par un statut créé par la loi, le statut d'entreprise à mission. Donc là aussi, optionnel, mais avec un certain nombre de prérequis. Alors, je sais pas vraiment des prérequis, mais en tout cas, c'est un encadrement, voilà, qui a été choisi comme étant très flexible, très adaptable à tous les types d'entreprises, et surtout dans lequel les entreprises puissent imprimer leurs propres priorités, donc, au premier plan, leur raison d'être, mais aussi leurs engagements et finalement les mesures, les moyens dont elles se dotent pour réaliser leur mission. Donc, on a créé une nouvelle catégorie d'entreprises. C'était assez innovant, même si ça existait déjà en Italie sous une autre forme, mais on peut dire quand même qu'il y avait une attente et qu'on a essayé sur la proposition du rapport Nota-Sénat de proposer cette solution. C'est quelque chose c'est quelque chose qui était à un niveau un petit peu théorique finalement, hein, au moment où ça a été inscrit dans la loi. Donc, je pense qu'il faut être assez humble et se dire qu'on est encore en train d'apprendre. On a besoin, et donc c'est pour ça que le fait d'échanger sur ces sujets-là, le fait d'avoir un observatoire, c'est extrêmement important, parce qu'on est encore en train d'apprendre finalement sur la façon dont les entreprises mettent en œuvre et qu'est-ce que ça change pour elles, qu'est-ce que ça change
dans nos écosystèmes d'entreprise, qu'est-ce que ça change dans nos territoires, qu'est-ce que ça change pour les salariés. Donc voilà, on est dans une phase encore d'apprentissage, c'est vraiment la jeunesse de ce type d'entreprise. Merci Delphine. Tu avais mentionné aussi que c'était un peu une volonté de créer quelque chose, on va dire, à nous, français ou européens. Ça peut être d'autres je ne sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ça. Oui, donc, j'ai expliqué qu'on avait écouté les entrepreneurs, les entreprises. Donc, on a eu beaucoup de retours sur ces sujets, enfin, bon, les sujets autour de la RSE et du rôle sociétal de l'entreprise. Et on a perçu qu'il y avait une attente qui était de créer un concept qui soit un peu particulier, qui soit plus adapté à la culture des entreprises européennes ou en tout cas d'Europe continentale et qui ne soit pas rattaché à des labellisations ou à des référentiels créés, en tout cas à l'époque, qui étaient surtout créés dans les pays anglo-saxons. Donc, tout le monde a à l'esprit Bicorp, il y a d'autres types de référentiels. Mais voilà, avoir un modèle qui nous soit propre, dans lequel on se reconnaisse mieux et qui soit moins normatif hein, que les modèles anglo-saxons où il y a comment dire, des présupposés ou en tout cas des philosophies peut-être en arrière-plan de ces modèles qui ne correspondent pas toujours à ce que les entreprises françaises ont envie de s'approprier. Donc, voilà, être nous-mêmes. Merci. Je me tourne à toi, Yoann, donc pour avoir savoir un peu plus sur, effectivement, bon, ça date maintenant, depuis la loi, quelles sont les tendances depuis, voilà, si tu peux me partager aussi ce que vous faites au sein de l'Observatoire. Merci Marina, c'est un grand plaisir de pouvoir intervenir devant vous aujourd'hui. On va faire un numéro de plaquette à deux avec Sylvie, puisque le but c'est de vous présenter un certain nombre de constats factuels. Mais évidemment, comme Delphine l'a rappelé, je vais me mettre de l'autre côté comme ça. La première question, c'est finalement pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un observatoire pour quelque chose qui est très récent. On est sur un outil juridique qui date de 2019. Donc, on va faire un petit zoom tout d'abord, Sylvie, sur cet observatoire. Il est dans une maison plus grande qui s'appelle la Communauté des entreprises et missions. Si vous avez des questions, vous avez ma collègue Oti qui est présente parmi nous aujourd'hui, qui gère la question du développement des partenariats et des relations avec les membres, où eh bien, on va bien proposer un certain nombre d'activités à la fois pour nos membres et à la fois pour l'ensemble des entreprises, puisque Delphine l'a rappelé, dans les 3 étages de la loi Pacte, il y a un premier qui s'adresse à absolument toutes les entreprises et les 2 suivants qui sont sur la base du volontariat. Donc, dans ce panorama des activités de la communauté des entreprises à mission, on va venir se focaliser sur, en particulier, les blocs enrichir et transmettre sur la diapositive suivante, ou donc la question de pourquoi un observatoire et surtout qu'est-ce qu'on vient observer. Donc, on a 3 globalement types d'activités au sein de l'observatoire. Le premier, et je ne doute pas que c'est un chiffre que certains d'entre vous guettent régulièrement, c'est le recensement des sociétés à mission en France, donc celles qui ont déposé leur statut et à qui eh bien, les greffiers de tribunaux de commerce ont mis un tampon société à mission sur le CABIS. Donc de 1282, si vous avez été attentif récemment. Mais évidemment, le but n'est pas seulement de les compter. Le but, c'est aussi de comprendre comment, à partir de 5 lignes dans une loi en 2019, eh bien, on trouve une traduction dans le quotidien des entreprises. Comment est-ce que finalement, et Delphine l'a rappelé, la loi Pacte et la partie qui concerne la société à mission repose sur un triptyque volontariat, liberté, exigence. Volontariat, personne ne vous oblige à devenir société à mission. Liberté, contrairement au label, c'est pas la même grille pour tout le monde pour vous permettre de vous comparer avec vos concurrents. C'est au contraire vous qui écrivez votre propre histoire et qui vous fixez votre propre futur dans 10 ans. Et puis, évidemment, la partie exigence, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas vous projeter vers un futur désirable en promettant la Lune, en sachant pertinemment que vous ne l'atteindrez pas. Donc, il y a cette partie contrôle. Et donc, ce deuxième bloc, eh bien, c'est vraiment comprendre la mise en œuvre
la philosophie de la société à mission dans les entreprises françaises et de suivre leur conformité dans le temps, que ce soit sur la partie gouvernance de la mission ou la partie vérification OT. Et puis, il y a la dernière partie qui est finalement prendre de la hauteur parce que la finalité dans tout ça n'est pas juste d'être content d'avoir 2000, 3000, 10 000, 100 000 sociétés à mission. Le but dans tout ça, c'est finalement comment est-ce que cet outil juridique va servir petit à petit à transformer la culture de l'entreprise, puis à transformer un secteur d'activité, puis ensuite à transformer l'économie française avec comme but ultime de construire la société française de demain. C'est pour ça que la communauté des entreprises à mission a pour but de transformer l'entreprise pour transformer la société. Tout ça se fait historiquement à la croisée des chemins entre le monde des chercheurs et le monde des praticiens dans les entreprises. Ça a été à l'origine de la création de la SEM avant même la promulgation de la loi Pacte en décembre 2018. Et donc la volonté, c'était toujours de confronter les retours d'expérience de ceux qui vivent la mission sur le terrain et les chercheurs qui, eux, vont venir analyser et tirer des enseignements qui permettent ensuite de transmettre à ceux qui veulent devenir à mission les bons repères et aussi, évidemment, les écueils à éviter. Donc, si on va sur la diapositive suivante, donc ça reprend le fait que être société à mission, c'est quelque chose qui vous anime tous les jours et qui ne se termine pas le jour où vous avez voté en Assemblée générale l'inscription de votre mission dans vos statuts. Le but n'est pas de devenir une mission, le but c'est de le rester et que ça ait un impact réel, soit en disant ce que vous étiez déjà et ce que vous faisiez déjà, soit quelque chose qui va être un levier de transformation, d'innovation au sein de votre entreprise. Et on l'a très bien vu sur le témoignage d'EasyCash, parfois au nom de votre mission, ça peut vous amener à renoncer à une partie de votre activité parce que ça ne résonne plus avec votre pari stratégique de ce que sera l'avenir de votre entreprise. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de jalons, et donc tous les blocs bleus sont des jalons de conformité que nous, au sein de l'Observatoire, on va venir contrôler pour être sûr que vos statuts sont conformes à la loi, qu'ils ont été votés évidemment en Assemblée générale, mais que derrière, vous mettez en place votre gouvernance de mission, que ce soit un référent ou un comité de mission, que cette gouvernance de mission intervient en Assemblée générale chaque année pour présenter son rapport, et ensuite qu'elle fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant. Et donc, roulement de tambour, puisque la question de Marina était, bon, on en est où au bout de 6 ans sur cette dynamique-là. Donc ça, là, c'est un décompte du nombre d'entreprises. Donc, il y a un premier indicateur. Mais vous le savez, en France, il y a 5 millions d'entreprises. Maintenant, si vous retirez toutes les micro-entreprises dont l'ultra-majorité n'a pas de salariés du tout, on arrive sur des chiffres autour de 500 000. Donc, vous avez là 2 comparaisons du nombre d'entreprises à mission chaque année. La première était au 31 janvier 2025 et on vient d'actualiser les chiffres au 31 octobre 2025. Et ce qu'on observe, c'est que, on est sur une dynamique qui est lancée. Même si le contexte n'est pas favorable, on ne s'est pas pris de mur, on n'est pas sur une stagnation, on continue cette phase de croissance sur un engagement réel et mesuré des entreprises. Alors évidemment, après, on peut dire le nombre d'entreprises à mission n'est peut-être pas le bon indicateur. On regarde aussi d'autres indicateurs sur typiquement le nombre de salariés en France concernés par une mission, soit au sein d'une entreprise, soit au sein d'un groupe. Et donc là, on a dépassé l'année dernière le cap des 1 million de salariés en France dans le privé qui sont concernés par une mission. Et donc, on voit que petit à petit, secteur d'activité par secteur d'activité, on commence à avoir des chiffres significatifs d'engagement dans le modèle. Si on continue de se plonger, et s'il y a un message à retenir, c'est qu'il n'y a pas de profil type d'entreprise à mission en France, que ce soit en termes
de territoire, de secteur d'activité, d'ancienneté ou de taille. Toutes les entreprises en France peuvent se lancer dans cette aventure-là qui allie la question de la conviction, la question de l'ambition et la question des moyens, puisque l'organisme tiers indépendant ne va pas juste regarder l'atteinte des résultats, mais il va aussi évaluer les moyens que vous avez mis en œuvre pour atteindre ces résultats-là. Si le train est lancé, de toute façon, vous l'auriez atteint, ça n'est pas l'esprit de la mission. Donc là, ce qu'on voit, c'est que typiquement, quand on regarde l'échantillon des 2282 sociétés à mission à date avec l'ensemble de l'économie française, on voit que, eh bien, finalement, on est sur des proportions qui ne sont pas exactement les mêmes, puisque sur typiquement les grandes entreprises, eh bien, on va avoir plus de grandes entreprises qui sont à mission par rapport à celles qui sont dans l'économie française. Et puis après, voilà, vous avez la séparation par nombre de salariés dans les PME, avec un indicateur qui est intéressant, c'est aujourd'hui chez ceux qui créent une entreprise aujourd'hui et qui finalement se disent la mission, c'est quelque chose qui va être notre point de départ. Donc nous, dans notre jargon, c'est ce qu'on va appeler les sociétés à mission native. C'est celles qui vont se créer tout de suite avec une mission dans leur statut. Donc là, on ne va pas être dans un levier de transformation, puisque l'entreprise n'existait pas encore. On va être dans un levier de conviction sur « je crée mon entreprise parce que j'ai identifié ce besoin de la société ». Et donc, on revient, comme l'évoquait Delphine, à l'origine de l'entreprise des siècles précédents, qui était vraiment au service du bien commun. Et la mission, là, vient à la croisée des chemins entre adopter des pratiques responsables et avoir une utilité sociale. Et donc, on combine des choses qui existent dans plusieurs univers. Et donc, vous le voyez, en termes d'ancienneté, on a des sociétés à mission de tous les âges. On a des sociétés à mission centenaires, comme on a des sociétés à mission natives. Et donc, sur l'ensemble, on en a 35% qui se sont créés avec une mission. Mais évidemment, celle de 1900, elle ne risquait pas d'être native, puisque la loi Pacte n'existait pas. Si on regarde juste l'échantillon des sociétés à mission depuis le 22 mai 2019, qui est une date qui est chez nous inscrite partout, qui est la promulgation de la loi Pacte, eh bien, on arrive à 60% des entreprises qui se sont créées à mission. Si on continue, et promis, je sais, c'était la minute chiffre, c'est pas ce que vous attendiez aujourd'hui, donc on va bientôt s'arrêter là, pour vous dire qu'en termes de répartition territoriale, il y en a dans tous les territoires, en hexagone et dans les territoires ultramarins. On l'a aussi sur les secteurs d'activité, et j'en reparlerai tout à l'heure. Chaque année, on publie un baromètre des sociétés à mission, et cette année, on vous publiera aussi le poids que représentent les sociétés à mission dans chacun des secteurs d'activité, à la fois en nombre d'entreprises et en nombre de salariés, pour qu'on puisse se rendre compte qu'on est presque déjà au point de bascule sur certains secteurs d'activité. Mais évidemment, derrière tout ça, il faudra venir l'évaluer. Et cette loi Pacte était vraiment dédiée avant tout aux entreprises, mais ce qu'on observe aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des structures non commerciales qui s'intéressent au modèle et qui décident, hors loi Pacte, de s'appliquer volontairement le modèle. Donc c'est comme ça qu'on a des associations qui adoptent le modèle de la mission. On a des établissements publics. Donc tout ça, c'était pas dans la petite fiction de se reprocher en 2017-2018, c'était pas le cœur de cible. Et pourtant, dans les problématiques que les structures et les organisations peuvent rencontrer aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que des structures qui n'étaient pas dans la cible sont en train de s'emparer du modèle parce que ça vient répondre aux questionnements qui se posent et aux défis qui s'offrent à eux dans ce début de 21e siècle. Merci beaucoup. Je vais peut-être prendre faire un pas en arrière pour parler justement, tu parlais du contexte actuel, etc. Que malgré le contexte, il y a quand même de plus en plus d'entreprises. En tout cas, ça n'a pas arrêté la dynamique des sociétés à mission. Et donc, ma question, c'était peut-être pour vous deux, dans ce contexte de backlash, mais également d'instabilité politique, particulièrement en France, mais aussi de l'instabilité économique, géopolitique et réglementaire. Quel est comment dire, est-ce que la société à mission, on a bien compris que c'est
un cadre souple, mais qui est quand même un cadrant. Voilà, quel est le rôle, enfin, qu'est-ce que peut apporter ce statut de socio-mission dans ce contexte pour une entreprise ou peut-être une association ou un territoire. Moi, j'ai envie de dire, on va voir là, peut-être dans les prochaines publications d'Observatoire ou les prochaines années, à quel point finalement le concept qui a été proposé est résilient. On n'est pas dans une logique d'appliquer un cadrage de reporting. On n'est pas, voilà, là, on peut travailler, chaque entreprise peut travailler avec ses outils et sur ses priorités. Ça ne veut pas dire que c'est totalement déconnecté de l'ensemble des chantiers qui ont été un petit peu freinés. Parce que, comme l'a dit Fanny tout à l'heure, je pense que, par exemple, la double matérialité, c'est un outil qui est très, très utile, y compris dans le contexte de la mission, pour faire ses choix, pour les peser, voilà, pour mesurer vraiment les choses, pour s'assurer qu'on est sur les bonnes priorités. Donc, il y a des correspondances, il y a des complémentarités, mais il me semble que l'entreprise à mission peut se passer ou en tout cas peut survivre ou même proposer une solution alors que le contexte réglementaire a été un petit peu chahuté ces derniers temps. Donc voilà, je vois plutôt le verre du point de vue de l'entreprise en mission, clairement. Je vois plutôt le verre à moitié plein. Pour moi, c'est une raison supplémentaire de se dire, bon ben, j'avais prévu des moyens pour mettre en place la CSRD, par exemple. J'ai des gens formés, voilà. Et est-ce que c'est pas le moment, finalement, d'aller un peu plus profond dans la réflexion sur l'entreprise à mission? C'est vrai que par rapport aux défis que les entreprises peuvent avoir aujourd'hui, il y a un premier défi qui est la question de l'attractivité de l'entreprise et la fidélisation des talents au sein de l'entreprise. Euh, et on l'a vu encore une fois avec EasyCash sur le fait que la fierté d'être à mission, c'est une fierté d'appartenance à l'entreprise, et donc c'est potentiellement un gage de stabilité dans le temps de la personne sur son poste. En ce moment, on parle beaucoup d'instabilité gouvernementale, mais on le sait, sur des postes clés, il peut aussi y avoir une instabilité RH qui fait que ça freine le développement et la pérennité des projets. Donc, il y a un aspect RH sur lequel la mission peut être un levier de fidélisation. Après, il y a la question de, finalement, tout au long de la chaîne de valeur, on est tous alignés entre les fournisseurs, l'entreprise et les clients. Et donc, ce qu'on va essayer d'étudier dans les mois qui viennent, c'est la question des coalitions entre entreprises à mission qui ont envie de travailler ensemble parce qu'elles sont alignées. Donc, il y a cette question-là, finalement, d'être plus forts tous ensemble et qu'on ne partage pas qu'une qualité juridique. On peut potentiellement partager une volonté collective. Et puis après, il y a évidemment en ce moment la question des défaillances d'entreprises qui, on le sait, en 2024, ont atteint un pic évidemment inquiétant. C'est finalement comment est-ce qu'on arrive à faire de la qualité de société à mission un rempart contre la défaillance. Donc c'est aussi les chiffres qu'on publiera en 2026 sur essayer de voir si finalement les sociétés à mission sont plus robustes que le reste de l'économie française, parce que la mission vous projette dans le temps. Donc, ça veut dire que vous faites des choix stratégiques aujourd'hui et que potentiellement, vous vous réunissez d'une manière ou d'une autre des complexités du monde d'aujourd'hui et de demain. J'ai envie de rajouter qu'effectivement, c'est important, enfin, ce regard à long terme, c'est très important, ça peut aider à surmonter justement le moment de la difficulté si on a un cadre très clair. Mais c'est important, effectivement, de conjuguer pas les engagements, mais également les défis et business. Et je trouve ça très intéressant, le témoignage de EasyCash qui disait qu'il y avait effectivement le manager d'évaluation et une personne qui s'assure que ces sujets sont intégrés dans les chantiers business. Donc, je pense que c'est clé. Et donc, ce cadre peut être intéressant.
va d'être utilisée plus des autres. Et j'avais une question pour Johan, pour nous donner peut-être un aperçu de vers où on va en France, mais aussi en Europe sur la soustémission. Quelles sont un peu les perspectives sur ce cadre? Est-ce qu'il y a une évolution qui est prévue? Voilà. Vous donner, En 2 minutes chrono? Non, non, on a un peu de temps. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses très pratico-pratiques et ça nous permet de vous annoncer avec Odile la parution dans les semaines qui viennent d'un certain nombre de livrables, puisque notre but, c'est vraiment de s'appuyer sur le retour d'expérience des acteurs de la mission dans les entreprises pour éclairer l'avenir. Et en particulier, on va avoir une publication sur la question des entreprises à mission familiale, sur la question des entreprises à mission dans le champ du médico-social. On va avoir aussi un livrable sur le comité de mission, parce que le comité de mission, encore une fois, c'est 2 lignes dans la loi Pacte. Et pourtant, on voit des pratiques qui émergent naturellement dans les entreprises. Donc voilà. Ensuite, si on regarde à différentes échelles, à l'échelle régionale, on savait par exemple que la métropole de Lyon finançait des accompagnements pour devenir société à mission. Eh bien, on a été plus loin avec la métropole de Rouen, puisqu'on a signé le 25 septembre dernier une convention cadre dans le but d'arriver à 50 entreprises à mission sur la métropole rouennaise dans les mois et les années qui viennent. Donc on voit qu'il y a une vraie ambition de territoire parce que le territoire est convaincu que la mission va permettre au tissu économique de trouver les bonnes réponses aux défis du XXIe siècle. Ensuite, à l'échelle nationale, donc on vous donne rendez-vous le 24 mars 2026 matin pour la publication du baromètre annuel des sociétés à mission, où voilà, on ira un peu plus loin que les quelques chiffres que je vous ai donnés aujourd'hui, même si pour certains c'est déjà trop de chiffres, et il y en aura encore plus le 24 mars. Et puis si maintenant on dézoome encore un peu à l'échelle européenne, on connaissait l'initiative italienne qui était précurseur en Europe. Il y a eu la France, il y a eu l'Espagne, et donc les prochains dans le passage à la mission, donc ce seront les Belges, puisqu'il y a actuellement un processus législatif autour de la SMIC, donc la Société à mission d'intérêt collectif, qui est voilà, un cousin de l'autre côté de la frontière. Et puis ensuite, il y a sur le territoire des Hauts-de-France, donc une convention qui vient d'être signée avec la région des Hauts-de-France sur la création d'une chaire académique autour de la société à mission qui sera financée par les fonds européens, où le but c'est justement là aussi de faire un focus sur un territoire, d'essayer de comprendre ce qui se passe et de trouver des solutions grâce à cet outil-là. Donc on voit bien qu'on est dans une dynamique extrêmement foisonnante, extrêmement fertile, parce que on touche finalement au nœud du problème, qui est qu'est-ce qu'on a envie de faire tous ensemble au sein d'une entreprise, au sein d'un secteur d'activité, au sein de l'économie française, et améliorer le quotidien des Français. Merci. Je propose peut-être d'ouvrir aux questions et avant de passer sur... Super. Tu sais que c'est... J'avoue, je ne me souviens plus si nous avions des prévisions de déploiement dans l'économie du concept d'entreprise à mission. Donc je pense que c'est bien ce qu'on a vu en tout cas en termes de nombre d'entreprises, de diversité des secteurs des tailles, le nombre de salariés impliqués dans une entreprise à mission aussi. Voilà, il y a quand même aujourd'hui un sous-ensemble significatif d'entreprises et qui a une représentativité sectorielle et de taille qui nous permet de travailler. On n'est pas en train on ne regarde pas quelque chose d'évanescent, etc. Je dis pas que je ne souhaiterais pas que ça s'accélère. Je suis tout à fait pour que ça s'accélère, mais il faut que ça s'accélère de façon sérieuse. L'intérêt et l'attirance qu'on peut avoir pour cette qualité d'entreprise à mission, c'est de pouvoir être au sein
d'un ensemble d'entreprises qu'on admire, auxquelles on a envie d'appartenir à ces entreprises exigeantes qui montrent ce qu'elles font, qui font ce qu'elles disent. Donc, je pense qu'on est dans un bon ordre de grandeur en termes d'évolution, mais je pense qu'il y a potentiel d'aller très loin. Et en particulier, le levier européen dont on parle, parce que lorsqu'on va commencer à parler d'un modèle européen ou de certaines caractéristiques communes à des modèles européens, ça va intéresser des groupes, ça va intéresser des groupes internationaux, ça va intéresser des chaînes de valeur, avec peut-être des effets de cluster sur des chaînes de valeur. Donc, je pense que ça peut avoir un effet d'entraînement intéressant. Et puis, l'autre point, c'est évidemment la visibilité, la connaissance, l'explication, le portage de ce type d'entreprise, que ce soit par les entreprises elles-mêmes, par le politique, par la communauté, et voilà, l'identification, l'incarnation de ce type d'entreprise. Donc, il faut pas relâcher l'effort. Ça, voilà, l'accélération est encore à venir, à mon avis. Merci. Alors, est-ce que je propose peut-être prendre vos questions, je passe à des questions en ligne, peut-être? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Dans la salle. Pardon, j'avais une question. Peut-être que vous l'avez déjà un peu dit, mais je me souviens d'avoir entendu lors de votre congrès il y a 1 an et demi, Émery Jacquier a parlé justement de projet à l'échelle européenne, pour vous porter à Bruxelles. On en est où par rapport à ça et qu'est-ce qu'il y a comme perspective? Alors, ça fait partie évidemment de nos travaux parce que, comme Delphine le rappelait, même en France, d'avoir une forme européenne de la société de la mission serait un vecteur de démultiplication parce que pour les groupes qui vont avoir une filiale portugaise, une filiale française et une filiale allemande, la question se pose de savoir à qui s'applique la mission. Donc, on a dans notre feuille de route ce travail de plaidoyer pour aller acculturer aussi avec les chercheurs le travail de recensement de toutes les initiatives qui peuvent exister dans les frontières de l'Union européenne, parce que je parlais Italie, France, Espagne et bientôt Belgique, mais il y a peut-être d'autres choses qui se passent ailleurs dans l'Union européenne et qu'on ne connaît pas. Donc, on est sur un travail, voilà, d'abord d'explicitation, de sensibilisation avant d'aller à long terme sur des directives qui s'appliqueraient à l'ensemble des États membres. Mais clairement, voilà, aujourd'hui, nous, on est dans cette posture-là de dire on veut être la locomotive en Europe en montrant que c'est un levier de transformation effectif et encore une fois, un levier d'innovation, un levier de robustesse. Et donc, pour ça, on a besoin d'aller parler aux bons interlocuteurs aussi à Bruxelles. C'est en Concernant les structures à mission qui ne sont pas des entreprises, est-ce que vous avez quelques chiffres et est-ce qu'elles travaillent avec les entreprises à mission? Quand je dis quelques chiffres, c'est que vous avez dit pour les entreprises à mission, en fonction de leur taille, combien elles représentaient et par rapport à l'économie. Est-ce que ça peut faire la même chose sur les structures qui ne sont pas des entreprises et travaillent ensemble? Et deuxième question, ça va moins bien, je sais pas. Alors, en 2026, donc vous connaissez peut-être aujourd'hui la plateforme où on recense toutes les entreprises à mission. Elle sera doublée d'une nouvelle plateforme qui sera dédiée aux structures non commerciales à mission. La difficulté, c'est que autant une société à mission, c'est facile à recenser parce qu'elle va déposer ses statuts auprès d'un greffe de tribunal de commerce, à l'exception des mutuelles. On a d'autres outils de veille, mais globalement, les greffiers nous alertent dès qu'il y a une nouvelle société à mission en France. Sur les associations qui se diraient à mission, évidemment, nous, on va regarder avec le même degré d'exigence la question des statuts et le fait qu'elles mettent en place une gouvernance de mission et qu'elles mettent en place une vérification en pays avec une périodicité à adapter à la vie de l'association. Le problème, c'est que eux, ils déposent leur statut en préfecture et que dans les préfectures, ils ont
qu'un réflexe de nous dire attention sur la mutuelle, parce que ça n'existe pas. Donc là, on est vraiment sur de la veille, sur les structures qui communiquent dessus. La Fédération française du tennis de table, par exemple, est devenue fédération à mission le 1er juillet. Voilà, dans nos réseaux, on en a été alerté avant même que ça soit voté. Donc là, on n'est plus sur du bouche à oreille, jusqu'à ce que peut-être un jour le législateur fasse le choix d'officialiser cette qualité dans des textes qui nous permettraient de faciliter la remontée d'informations. Donc en ordre de grandeur, aujourd'hui dans nos radars, mais qui ne sont dus que à notre capacité de veille et ceux qui viennent vers nous, puisque typiquement, on a Charente Tourisme, qui est une association, voilà, ils sont venus vers nous, donc on les a identifiés. On est aujourd'hui, nous, sur une trentaine de structures identifiées, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup plus, et que sur des têtes de réseau comme une fédération française aujourd'hui, qui regroupe plus de 3000 clubs, c'est combien derrière vont aussi passer à l'action. Ça, on jugera dans les années qui viennent. Et la deuxième question... C'était le mouvement Impact France vient de sortir un rapport qui montrait en gros en quoi les entreprises qui mettent en place des initiatives RSE, ça génère aussi du business chez elles. Est-ce qu'il y a des chiffres comme ça sur les entreprises à mission, entre les liens entre mise en place de la mission et business? Je peux te dire, payer les gens dans le public pour poser des questions. En fait, c'est vrai qu'on a mené cette étude des hommes et des hommes et les mouvements impactants. Je peux répondre à cette question. On avait posé la question sur est-ce que vous avez un référentiel, etc. Donc, effectivement, il y avait évidemment l'Impact Score, donc l'Impact France, mais également Bicorp, Sosta Mission. Mais effectivement, sur les répondants, on n'a pas pu, c'était trop peu pour pouvoir tirer des chiffres, on va dire, très parlants. Donc, c'est pour ça que ça ne fait pas partie du rapport. Mais oui, il y en avait, Sosta Mission. Et d'ailleurs, ce qui est souvent le cas, c'est qu'il y a des entreprises qui sont à la fois Sosta Mission, Bicorp, et aussi Impact Score, et encore autre chose. Donc, en fait, il y a effectivement l'enjeu de... On a posé la question sur EcoVadis aussi pour info. Et donc, parfois, ça se chevauche, et donc, il y a tout le challenge de voir comment tout ça converge, et ça fait sens au global. Et oui, on avait posé la question, mais une fois les résultats. Et de notre côté, effectivement, c'est un travail qu'on planifie de faire en 2026. Sur des indicateurs qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que l'étude du MIF. On veut vraiment aller sur la question des ressources humaines, aller sur la question des défaillances d'entreprise. Voilà, on est en train de construire notre cadre méthodologique pour essayer d'avoir des équivalents qui soient à la fois quantitatifs et qualitatifs, parce qu'évidemment les chiffres, tout le monde les retient, les témoignages beaucoup moins, mais on voudrait vraiment allier les deux. C'est un travail, voilà, projette pour 2026. Alors sur un indicateur, parce que ça me revient à l'esprit là, c'est pas totalement le même indicateur, hein, mais il me semble que dans une de nos réunions à la communauté, club de présidente de comité de mission, il a été mentionné que dans un panel de sociétés, les scores EcoVadis des entreprises à mission enfin, montrait un niveau moyen supérieur à leurs équivalents non entreprises à mission. Et là, il y a eu un plus qui a été mesuré. Je sais. C'est ça, c'est initialement, avant d'être société à mission, leur score EcoVadis était déjà supérieur à la moyenne, et leur progression est aussi supérieure à la progression moyenne. Et donc là, on est en train petit à petit de greffer des liens avec beaucoup de référentiels pour avoir de la donnée aussi sur les sociétés à mission dans le référentiel EcoVadis, dans le référentiel du MIF, dans le référentiel Positive Workplace, etc., pour finalement avoir de plus en plus de données pour éclairer nos prises de parole et pas juste dire c'est tellement mieux dans une société à mission. Oui, alors, c'est plus un commentaire qu'une question, mais je pensais à l'article que j'ai vu ce matin sur les échos de Nicolas Dufour, qui parle quand même des dangers majeurs aujourd'hui, à la fois des États-Unis, enfin, la concurrence avec les États-Unis et avec la Chine,
et de la nécessité aujourd'hui de mettre en place des actions vraiment de protectorat européen. Et je me faisais la remarque que pour embarquer en fait les entreprises européennes dans cette idée de société à mission, il faudrait qu'elles soient apaisées par rapport au fait qu'elles se sentent tellement en danger. Et vous parliez tout à l'heure de l'Europe, et je me demandais dans quelle mesure aujourd'hui vous êtes en capacité d'influencer ou de faire réfléchir un peu nos amis, j'ai envie de dire bureaucrates européens, excusez-moi du terme, mais pour leur faire prendre conscience que, parce que je comprends ce que vous faites, vous cherchez, et c'est bien d'avoir des KPI pour prouver que quand on est une société à mission, on est plus solide et plus protégé par rapport à ce qui se passe. Mais en fait, l'urgence de cette difficulté-là, qui quand même est une déferlante, fait que on a, je pense, des tas d'entreprises aujourd'hui qui, d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde s'attaque au sujet des sociétés à mission en disant arrêtez, ou de la CSRD plutôt, arrêtez de demander de remplir des papiers, machin, etc. C'est parce qu'en fait, les chefs d'entreprise sont perdus. Donc, comment est-ce que vous avez une capacité à influencer et à faire en sorte qu'on pense la problématique globale? Alors, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Il faut qu'on regagne la bataille des imaginaires, où aujourd'hui, effectivement, tout ça est associé à du reporting chronophage qui fait perdre en compétitivité. Voilà, cette phrase-là est imprégnée dans la mentalité de beaucoup de décideurs, publics comme privés. Et donc, il faut qu'on arrive à montrer que la CSRD était peut-être devenue effectivement un fantasme de gens qui ne voient qu'à travers des pages et des pages de reporting. La société à mission, c'est pas ça. La société à mission, hein, pour vous donner un ordre de grandeur en termes de retour, sur les objectifs sociaux et environnementaux, en moyenne, on est entre 3 et 6. Après, on a les objectifs opérationnels qui sont entre 12 et 15, avec les 1 ou 2 indicateurs par objectif. Donc, on n'est pas sur 3000 indicateurs. Et il faut qu'on arrive à faire changer dans l'imaginaire le fait que la société à mission n'est pas une contrainte, c'est un levier d'innovation qui vous protège par rapport à la loi, mais qui vous protège aussi par rapport à l'avenir. Et tant qu'on restera dans ce que je disais tout à l'heure sur reporting, chronophage, perte de compétitivité, effectivement, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, c'est à nous aussi, par l'exemple, et des exemples, on en a des beaux aujourd'hui, et bravo à vous d'avoir réuni les témoins qu'on a. C'est ces exemples-là, parce que ce n'est pas moi, en tant que petit chercheur, qui va aller convaincre un décideur. C'est un décideur privé qui va aller convaincre un décideur public. Donc, on a besoin de montrer par l'exemple, parce qu'il n'y a que ça qui marche, que ça n'est pas un frein, c'est une opportunité de développement économique. Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'on a aussi besoin, c'était à ça que je voulais en venir, de faire une espèce de sas de protection autour de notre Europe, dont la France fait partie, pour permettre en fait aux entreprises de se projeter dans l'avenir à travers les sociétés à mission ou autre chose. Parce que je pense que c'est ça aujourd'hui la grande difficulté qu'on a, c'est que les gens ne se projettent plus parce qu'ils sont morts de trouille en fait. Il y a des choses clairement. J'espère que c'est pas vrai à 100%, mais je peux comprendre la note d'ambiance et l'inquiétude. La vertu de la société à mission, c'est d'inviter à se projeter sur le long terme. Alors évidemment, ça, il ne faut pas se mettre des œillères sur les difficultés de court terme. Les entreprises doivent gérer des différents horizons de temps. Et c'est parfois très, très délicat, et en particulier en ce moment. Donc voilà, aller se donner une perspective de long terme, aller mobiliser en interne et dans ses parties prenantes, en fait, mobiliser autour de la mission, c'est aussi un axe de force, en fait, et de résistance. Hein. Faut pas avoir, je ne sais pas si vous avez prévu de regarder un jour le turnover ou la difficulté à embaucher ou des choses comme ça, mais c'est quand même, quand on allège cette inquiétude-là pour les chefs d'entreprise, on fait quand même quelque chose. Alors certes,
On met pas des douanes hyper protecteurs, c'est pas l'objet de des émissions. Ça veut pas dire que l'Europe ne doit pas se préoccuper d'avoir des mécanismes de protection ou de réponse puissantes face à des politiques extérieures qui viennent faire mal à notre tissu d'entreprise. C'est pas ça, mais voilà, c'est chaque entrepreneur, chaque entreprise, chaque équipe de management va résister au mieux avec ses forces et nous pensons que le fait d'avoir compris sa raison d'être, de s'être projeté sur le long terme, d'avoir engagé ses salariés et ses parties prenantes, c'est déjà une bonne base en fait, voilà, une meilleure base en tout cas que des gens qui vivent au jour le jour, qui sont hyper stressés parce qu'ils passent leur temps à lire dans le journal, ils risquent de leur tomber dessus, etc. Voilà, quelque part il y a aussi peut-être un état psychique qui joue, enfin j'espère. Oui, mais justement, en fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez les moyens d'évaluer comment les entreprises évaluent leur mission sur le long terme, comment elles s'emparent vraiment du sujet pour mobiliser l'interne, et pas que, voilà, on a fait la raison d'être, et donc ça a été un moment fort de mobilisation, d'écoute des parties prenantes, mais qu'est-ce qui se passe après, en fait? Et, moi, avec un regard communicante, je trouve que les entreprises communiquent pas tellement là-dessus. Peut-être qu'elles savent pas trop comment s'y prendre, peut-être qu'elles ont peur de mal faire, mais au final, voilà, j'ai le sentiment qu'on a un super outil de mobilisation, donc finalement, on ne mobilise pas tout son potentiel. C'est tout, vous arrivez à valider ça? Alors, on a, donc, Sylvie l'a rappelé tout à l'heure, au sein de la communauté des entreprises et missions, on anime un certain nombre de cercles. Donc, le cercle des managers de mission, le cercle des présidents de comité de mission, on a un cercle des OTI pour qu'ils puissent partager entre eux les pratiques. Parce qu'encore une fois, on parle d'une loi où il y a 10 lignes qui parlent de la société de mission. On a un cercle des avocats et des directeurs juridiques, on a un cercle des grandes entreprises et des ETI, on a un cercle de l'immobilier, un cercle de l'assurance et mutuelle, et bientôt un cercle de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Et en fait, ces cercles-là permettent aux acteurs de la mission de partager leur quotidien, de partager ce que sont leurs réussites, mais aussi ce que sont leurs difficultés au quotidien, à embarquer l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise et pas juste soit le top management, soit juste une direction. Typiquement, tout à l'heure, il y avait une question très pertinente sur le rattachement du manager de mission chez un des deux témoins qu'on avait. Ce qu'on observe quand même, c'est que le meilleur positionnement d'un manager de mission dans un organigramme d'une entreprise, c'est la direction générale. Et pas l'enfermer dans une direction opérationnelle du groupe. Parce que sinon, il n'aura à voir que ce qu'on lui donnera à voir. Et donc, la difficulté, c'est effectivement que le manager de mission, il soit en prise avec la réalité opérationnelle de l'ensemble de l'activité de l'entreprise, et pas qu'un département RSE où potentiellement on lui dira que ce qu'on veut. Donc, on a à la fois la richesse de ces cercles où nous, on tire beaucoup de matière et les chercheurs viennent assister à certains de ces cercles pour nous accompagner dans la réflexion. Et après, il y a cette notion de communication, je vous rejoins tout à fait. Et là, ça fait déjà quelques semaines, on se pose la question. Là, cet été, on s'est amusé à recenser sur 800 sites internet d'entreprises à mission la manière dont les entreprises valorisaient leur mission sur leur site. Donc, on en a ceux qui n'en parlent pas. Il y a ceux qui vont l'évoquer vaguement dans la 360e page du site. Il y a ceux qui ont une page dédiée. Donc, en particulier, ils vont parler de leur joie, leur fierté d'être en mission, ils vont y mettre leur rapport de mission, leurs EVOD. Et puis, il y a même des entreprises qui créent un site internet à part dédié à leur mission. On voit qu'on a une gradation du partage. Mais globalement, nous, aujourd'hui, notre premier vecteur de détection de société à mission qui ne nous remonterait pas par le circuit traditionnel des greffiers, c'est LinkedIn, où l'entreprise, elle est fière d'annoncer qu'elle devient mission, elle est fière de montrer qu'elle a réuni son comité de mission pour la 3e fois de l'année, etc. Donc,
on essaie petit à petit de construire un référentiel de communication. Et ça fera là aussi partie des choses où, dans nos préconisations qu'on fait à tous les praticiens, d'essayer d'en tirer les meilleurs exemples pour eux. Et après, juste par son Ouais. sur l'engagement des collaborateurs. Effectivement, il y a les deux. Pour moi, il y a vraiment effectivement accepter de le dire à l'extérieur et trouver la justesse de quand communiquer, comment pour dire quoi, pas non plus taxer de greenwashing. Je sais que c'est très délicat. Et puis en interne, en fait, toute cette communication interne, ces programmes d'engagement des collaborateurs, cette vie, cette fierté, Et ça, il y a énormément de choses. Et pour vous répondre, c'est vrai que le sujet de l'engagement des collaborateurs et avec le sujet du communication, celui qui revient dans tous les questionnements, dans tous les besoins de nos membres. Ils veulent tous partager sur ce sujet, ils veulent tous avoir des... C'est le nœud, en fait, c'est vraiment du sujet, l'engagement des collaborateurs, parce que sont, comme tu as très bien dit, des tailles d'entreprises très différentes, et vous avez aussi bien, effectivement, les mutuelles et aussi les collaborateurs, des entreprises qui sont sur les nettoyages des propretés, par exemple, et donc tous leurs collaborateurs ne sont jamais au siège, ne sont chez les clients, donc comment on va embarquer ces gens-là? Donc nous, on a mis en place un dispositif aussi qui s'appelle les rendez-vous de la mission. Donc il y a un dispositif ouvert au-delà de nos membres à l'ensemble des entreprises de la mission. Et donc il y a une des prochaines thématiques. Le 16 décembre, nous aurons un rendez-vous de la mission dédié à l'embarquement des collaborateurs. Effectivement, c'est un sujet. Et après, c'est, comme le disait Yoann, c'est vraiment, chacun va aller inventer des choses et il y a des pratiques qui se partagent. Puis il y en a qui ont mis en place des cafés de la mission, d'autres des podcasts. Des ambassadeurs de la mission. Des ambassadeurs, voilà. C'est un peu chacun. Et nous, on est là pour aimer avoir justement ces bonnes manières de faire, hein, parce qu'effectivement, c'est vraiment le mieux. À un moment donné, l'engagement des collaborateurs, faire sa mission, c'est très bien, mais si elle n'est pas comprise par l'entièreté de l'entreprise, ça pourra rester comme un objet très conceptuel de la direction. Voilà. Donc, il y a un vrai enjeu, et ça ne se fait pas ni en 6 mois, ni en 1 an. Donc, on le voit, les entreprises à mission sont sur ce travail d'engagement des collaborateurs, la première année, la deuxième année, la troisième année, même Maïf, voilà, ils sont encore sur ce sujet, comment améliorer. Voilà, donc on sait que c'est un sujet. Vous avez raison. On me dit qu'il y a une question, Annie. On a deux questions. Sur la dimension recherche, que donne la collaboration avec la recherche académique? Quelles institutions, universités travaillent sur ce sujet? Alors très vite, parce qu'on arrive au terme du temps qui nous était imparti. Donc là, on était dans un consortium de recherche avec des chercheurs historiques qui ont pensé la société à mission bien avant qu'elle soit inscrite dans la loi à l'école des mines. Et on était dans un consortium avec des chercheurs de l'Université de Lille, des chercheurs d'école de commerce à Nantes. Voilà, c'est tout un réseau académique qu'on construit parce que c'est un objet de recherche passionnant, parce que ça a trait à beaucoup de questions qui vont de la communication au recrutement, évidemment au développement économique et territorial, parce qu'au cœur de la mission, il y a évidemment la question de son territoire d'implémentation. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses et ils nous servent à quoi? Ils nous permettent de comprendre globalement ce qu'est la réalité d'une gouvernance de mission, parce que c'est un nouvel organe de gouvernance dans une entreprise et c'est pas facile d'avoir un nouvel organe de gouvernance qui se met en place, parce qu'il y a les autres qui existent déjà et qu'il faut comprendre l'interaction que peut avoir ce nouvel organe avec les autres. Et donc c'est typiquement le genre de choses que nos collègues de l'école des mines regardent. On a une deuxième question également au sujet de le sujet de la robustesse est-il étudié sur le plan de la recherche également? Ça fait partie des choses qu'on va regarder en 2026. Question courte, réponse courte. Je crois que Fridien, il a une grande à force de lever. Mais très, très brièvement, en fait, j'avais deux questions. Alors, je sais pas si c'est pas le temps, mais la première question, c'est le temps de perche au Yuan. Je crois pas que tu l'as évoqué sur les entreprises qui sont à la fois société à mission et qui ont une labellisation RSE à côté.
Et le problème, c'est que beaucoup d'entreprises confondent et se disent, tiens, je vais devenir société à mission, devenir bicorp, pensant que ça peut faire la même chose, absolument. Ça peut être complémentaire. Et deuxième question pour vous, madame. Vous avez participé aux travaux d'élaboration sur la société à mission. À l'époque, comment était perçu le comité de mission? Et maintenant que vous avez l'expérience du comité de mission, quel regard faites-vous de la manière dont ça avait été pensé à l'origine? On laisse Delphine répondre à la deuxième question d'abord. Alors, en effet, moi, je suis très heureuse d'avoir la possibilité d'avoir assisté à la naissance d'un concept et puis à sa mise en pratique. Mais je ne prétends pas, comment dire, parce que j'ai vu la naissance du concept, avoir la mise en pratique la plus exemplaire, la plus parfaite, voilà. Donc j'ai en fait un exemple de mise en pratique qui est celui de Généo, qui est très vivant et qui est très, comment dire, très originel en fait dans la création de la société, qui est en fait une très jeune société. Donc voilà, cette mission, cette raison d'être, elle existait à la création. Donc je pense que on est dans des, Bertrand et moi, on est dans une situation assez, comment dire, sympathique, agréable, chanceuse, qui est finalement, cette société, elle s'est construite autour de sa raison d'être. Hein. Et c'est pour ça que le comité de mission a pris un poids très particulier, en fait, au sein. Et je sais pas si à l'époque on avait imaginé, je pense pas que à l'époque on avait imaginé que le comité de mission puisse prendre un rôle aussi stratégique que celui qu'on a aujourd'hui chez Généo. Mais en revanche, je ne suis pas sûre que le modèle Généo soit applicable, souhaitable ou voilà, fonctionne dans d'autres contextes qui ont de l'historique, qui ont déjà des comités, qui avaient des comités de parties prenantes, qui ont des activités plus diverses, plus complexes, plus internationales, etc. Donc, voilà, le comité de mission et son fonctionnement, ils se construisent et là encore, ils s'adaptent, ils se façonnent dans l'entreprise. Je pense qu'on réussira à dégager des bonnes pratiques. C'est ce qu'on essaye de faire avec la communauté. Ça reste des bonnes pratiques et le reste est vraiment très adaptable en fait. Voilà. Et donc, je peux témoigner qu'il y a des cas où le comité de mission a pris plus d'ampleur et d'importance dans l'entreprise que ce qui était imaginé initialement. Et je fais un peu de teasing pour notre futur livrable sur le comité d'émission, sur lequel on va justement expliquer les trois grandes familles de positionnement que le comité d'émission a, dans la pratique, adopté, qui va du simple suivi de l'exécution de la mission jusqu'à pousser l'entreprise à explorer de nouveaux champs d'activité. Et pour répondre à ta première question sur le positionnement des sociétés à mission dans les grands référentiels RSE, on est en train là d'essayer de bâtir un partage de connaissances avec plein de structures et de référentiels pour arriver à agréger la totalité des données sur les sociétés à mission, et donc notamment un suivi longitudinal des scores EcoVadis, Impact Score, Positive Workplace, le label AFNOR, etc. On espère que ce sera pour le baromètre 2025. On espère. Un petit témoignage, donc, ce qu'a dit Delphine est très, très vrai sur le comité de mission Généo. Il y a beaucoup de choses vraiment surprenantes qui se passent parce qu'il y a la volonté des gens de contribuer. Et je crois que sur une dizaine d'années, et si on prend en compte le rapport Célar-Nota dont tu parlais, il y a vraiment quelque chose qui se passe, en tout cas en France, qui est formidable. C'est qu'on soit mission, pas mission, qu'on ait plus ou moins une notion d'engagement, il y a une notion d'utilité dans chacune des entreprises qui fait tourner. Il y a beaucoup d'entreprises, que je croise, j'ai des copains qui sont patrons d'entreprise qui savent pas ce que c'est qu'une société à mission, c'est pas leur sujet. Mais par contre, ils sont convaincus. Ils doivent changer leur modèle. Ils doivent l'adapter. Donc, il y a tout un travail de fond qui a été fait. Le rapport Célar-Nota, c'était pour moi un game changer. C'est-à-dire que on a entendu, on a vu.
Et on a vu une espèce de diamant là, qui sortait, avec beaucoup de production derrière, et qui a créé un effet de halo d'entraînement extraordinaire. Je veux dire comme ça. Et moi, j'ai envie de, en tout cas dans toutes les entreprises que vous représentez, regardez bien si c'est porté par le patron de la boîte. Si la notion d'utilité, elle émerge. Et si cette notion de fierté au titre de l'utilité, elle est portée par les collaborateurs. Déjà, si vous avez ça, c'est canon. Et après, sur quelques-uns des aspects de l'entreprise, est-ce que vous avez réussi à créer une rupture? Voilà, ce que je vais dire, parce que sinon, enfin, je vois avec optimisme, en tout cas, qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué fortement. Et pour la famille, l'entreprise que je représente, je peux dire qu'en 2015, on a créé un projet Vision qui était un tout petit peu en avance du rapport Sénat-Nota, on savait pas. On a regardé ce rapport et ça nous a provoqué un électrochoc complet et on a engagé beaucoup de décisions sur lesquelles on ne reviendra plus jamais en arrière. Et ces partenaires, je pense qu'il y a eu des éclairages sur la route et que ça crée un effet très positif. Voilà. Merci pour cet apport. Peut-être pour, avant de clôturer cette table ronde, parce que merci pour toutes vos questions et vos apports aussi du public. Peut-être un dernier mot de votre part pour les entreprises qui sont déjà sur cette mission, celles qui souhaitent peut-être devenir. Conseil ou quelque chose avec quoi ces entreprises doivent partir cet après-midi. On va faire une petite pause. Dernier mot. Dernier mot que j'ai envie de dire, c'est ça vaut le coup. Ça vaut l'effort. Faut pas s'en faire une montagne non plus. Il faut s'ajuster au fur et à mesure. Hein. On est tous en train de l'apprendre. Et puis, oui, travailler en collectif, c'est grave, en collectif en interne. Ça permet de faire quelque chose de transverse, souvent, entre différentes fonctions. Et puis en collectif en externe avec les parties prenantes et puis dans la communauté. Donc voilà, bien absorber tout ça, profiter de tout ça et ce sera, je pense, bénéfique. Enfin, vous y trouverez votre place. Pour ma part, je dirais dans le même sens, vous n'avez rien à perdre à vous lancer dans la mission. Par contre, ne partez pas tout seul. Partez en vous appuyant sur la richesse des 2282 sociétés à mission qui ont déjà franchi le pas parce qu'ils ont défriché le terrain pour vous, dans votre secteur d'activité, dans votre taille d'entreprise, dans votre territoire avant vous. Et donc, appuyez-vous là-dessus pour éviter un certain nombre d'écueils de reproduire les mêmes erreurs. Donc, venez, c'est un levier, encore une fois, c'est pas une charge, c'est un vrai levier de développement, c'est au camp les mains. Merci beaucoup. Merci à vous deux et